qu'on a entendu jadis, qui était la poésie essentiellement orale. Et on a vu à Mitteleuropa que dans les pays de l'Europe du Sud-Est et de l'Est, cette tradition s'est encore gardée, alors que chez nous, elle s'est desséchée par un formalisme excessif, un intellectualisme, un nombrilisme aussi qui l'a coupé de la nature. Et même si ces poèmes-là ne sont pas des poèmes sur la nature, le but en les laissant s'écrire, parce qu'ils se sont écrits tout seuls, il n'y a pas de préparation en amont de ces modestes illuminations matinales, parce que c'est ce qu'elles sont, hein, écrites en tout cas avant le temps béni de 60 ans et un jour. J'ai obligé, comme nous tous, de gagner ma vie, et je m'en suis échappé dès que j'ai pu. Mais c'était écrit pour l'essentiel avant, ce temps béni, et donc c'était justement à des heures libérées, parce que aveugles et par définition improductives, puisque dans notre société, il faut qu'il y ait une pleine lumière et une transparence. C'est écrit dans les, mettons, entre 1h et 2h du matin, 1h et 3h du matin. Après, on arrête parce que les yeux se troublent, on ne peut plus reporter. Et puis, entre 6 et 8, hein, il y a beaucoup de choses sur le réveil, le demi-réveil, le quart de réveil. L'avant-sommeil. Voilà, donc c'est l'avant-sommeil et l'avant-réveil. Entre ces deux moments, hein, des phases nocturnes, l'avant-sommeil et l'avant-réveil. Il faudrait noter ça parce qu'on va l'oublier. Hein. C'est à ça que sert le crayon, parce que ce sont des choses qu'il faut faire en tout premier. Je dis ça pour ceux qui écrivent et qui veulent écrire et qui doivent donc écrire. Ne pas dire je l'ai en mémoire, il n'y a pas de problème. C'est maintenant ou jamais. Toujours avoir son filet à papillon des mots, la trappe-mot, hein, la trappe-papillon, la trappe-truite, hein, à la main. Parce que dès que la pensée, justement pas réflexive, mais discursive prend le dessus, c'est terminé. Il faut s'interdire a fortiori de lire un journal, hein, même si c'est les DNA, surtout si c'est les DNA, de ne pas le lire. Je me retrouve bien ici à ma place, puisque malgré 5-6 sollicitations de tous côtés, les DNA nous ont distingués en ne parlant pas de nous aujourd'hui, comme ils ne parlent jamais de l'Institut culturel alsacien. En Alsace, c'est quand même bizarre. Presque jamais, 5%. Non, moi je vous ai lu quand même. Donc, ne pas lire le journal, surtout pas le journal unique obligatoire. Ne pas lire même d'autres rêves éveillés, puisque la poésie, c'est vraiment le jeu fondu dans la galaxie où on respire ensemble. C'est pas non plus un jeu qui se regarde soliloquer. Le crayon est animé par quelque chose qui est en amont de nous, qui n'est pas nous, en tout cas pas le nous organisé du monsieur ou de la dame qui vont se laver les mains, les dents, s'habiller, les chaussures, la gauche sur le pied gauche, la chaussure droite sur le pied droit. Non, c'est complètement autre chose. Ne surtout pas lire de critiques littéraires, hein. Et même pas les poèmes qui nous bercent et qui sont notre oxygène, puisque un poète parle et se laisse mener par la voix interne, mais c'est un poème aussi, c'est fait à partir des milliers de poèmes qu'on a aimés, qu'on a adorés et qui nous accompagnent toute notre vie et qu'on relit. Mais au moment crucial du crayon sur la page, ne pas non plus se laisser trop guider, y compris par ce qu'on aime. Les gens parfois font des compliments, disent c'est tel poète qu'on retrouve chez vous,
Je ne le savais pas et je suis content de ne pas le savoir, je dirais, et je ne vais pas creuser la question. En même temps, même si, par exemple, ce premier chapitre s'appelle Ars Poetica, il parle de l'écrit, il faut se garder de trop écrire sur l'écrit. C'est aussi une des raisons du dessèchement de la poésie française contemporaine. Je ne sais pas ce qu'en pense Gérard Pfister, poète et organisateur de la poésie vivante, comme l'est Armand Peter ici, mais autant j'apprécie ceux qui arrivent à décortiquer et qui quand même sont poètes. Je pense à mon grand ami Jean-Pierre Fay, de Birch, pas seulement de Paris. Et ben je ne sais pas comment il fait. Moi, je ne pourrais pas écrire de la théorie poétique ou de la poétique. En tout cas, ça ne sera jamais au même moment, ni même accroché comme on accroche un wagon à un autre. Je pense que c'est des hémisphères différents du cerveau. Voilà. Il faudrait, bien que je me méfie beaucoup des sciences de biologie cervicale, ils auraient peut-être des choses à nous dire sur la localisation. Hein. Tu en parlais tout à l'heure. Hein. L'air de Broca, oui. Voilà. Localiser mais je pense que c'est pas ça que doit faire le poète. Il doit se laisser porter par un flux qu'il arrive un petit peu à identifier quand il relâche l'approche critique et de trop grande conscience de soi. Hein. En anglais, j'ai passé 15 ans de ma vie en Angleterre, et dans la culture anglaise, un des plus grands défauts pour les Anglais, c'est l'excès de conscience de soi. Quand on dit de quelqu'un qui est self-conscious, c'est qu'il est trop self-conscious. Il faut être moins conscient de soi pour que la grande voix du monde, qui est aussi une voix collective quand elle est réussie, justement, ce n'est pas un solipsisme qu'on recherche, c'est justement, en étant porté par le courant, parler d'une seule voix avec le courant. Voilà. Pour le courant, par le courant, grâce au courant. Et en quelque sorte, une réalité bis qui s'accompagne avec la lumière qui revient ou la lumière qui s'en va. Je cite là un grand poète américain d'origine ex-yougoslave, Charles Simic, disent les Américains, à propos de la lumière, et il dit que la lumière est le premier mystère et le dernier mystère. Je vais vous le citer précisément. Light is the first mystery and the last mystery. Voilà, la lumière est le premier mystère et le mystère ultime. Voilà, ben, il serait bon peut-être si vous